Catherine Ferland, bonsoir. Bonsoir. J'ai presque l'impression que vous avez deux noms de famille. Catherine Ferland, historienne. Quand je fais une recherche sur vous, le mot historienne est toujours accolé, même pour votre site Internet. C'est le cas, hein? Effectivement, c'est un petit peu ce qu'on pourrait appeler en mauvais français mon branding. Non, disons que ça évite la confusion avec mes homonymes qui portent le même nom. Il y en a quelques-unes. Oui, c'est ça. Il y a des artistes, il y a des spécialistes de toutes sortes de chants, mais le mien, c'est l'histoire et je voulais m'assurer qu'on le sache. Catherine, je regardais justement, en faisant une courte recherche sur vous, c'est l'alcool, les alcools, fromage, chocolat principalement. Puis là, aujourd'hui, on va parler de mort. C'est un domaine qu'on ne soupçonnait pas chez vous, non? En fait, il y a peut-être des indices de ça dans le livre que j'ai fait paraître avec mon conjoint qui s'appelle « La Corriveau de l'histoire à la légende ». Là, on voyait déjà que c'est une thématique qui, comme historienne, mais je dirais aussi comme être humain, m'interpelle beaucoup. Mais je me sentais pas prête encore à écrire là-dessus. Je pense que j'attendais d'avoir peut-être un bon filon. Et là, à un moment donné, ça s'est présenté. Et là, j'avais très, très envie d'écrire là-dessus. C'est un filon que je qualifierais d'éclectique. Parce que le titre du livre de l'essai s'appelle « 27 faits curieux sur la mort d'hier à aujourd'hui ». Donc, c'est la mort, mais explorée avec 27 facettes différentes. Et c'est publié aux Heures Bleues, qui font beaucoup dans la littérature jeunesse, si je ne m'abuse, non? Oui, en fait, il y a deux volets. La Maison Les Heures Bleues est connue pour son volet jeunesse, effectivement, mais pour cette collection-là aussi, qui s'appelle la collection Les 27. J'allais le dire, oui, c'est pas le premier tome là qui s'intitule non, 27. Le 10e, quand même. C'est un petit peu ce que je me plais à qualifier de collection que sais-je, mais version québécoise avec beaucoup d'illustrations, très grand public. Photos, illustrations, assez court à lire quand même, si on parle de quoi, 70 pages. À peu ça près, se lit comme ça. Et là, j'ai une question pour vous, parce que restons dans le chiffre 27. Il y a une symbolique autour de ça. Hein. Pour ceux qui aiment la musique rock, si on parle de Kurt Cobain, Janis Joplin, Jimi Hendrix, Brian Jones, le guitariste des Rolling Stones, ils sont tous décédés à 27 ans. C'est un chiffre malchanceux. Puis là, c'est le tome sur la mort. C'est un drôle de hasard. Oui, effectivement. Il y a eu d'autres thématiques, mais oui, avec donc, ça colle à la mort, là, le chiffre 27. Tout à fait. J'aurais pu choisir les 27 des 27, le fameux club des 27, effectivement, mais j'ai préféré m'en tenir à ce sujet-là. Et on aborde la mort de par les traditions funèbres, et ça à travers les époques. On va même au néolithique, on va aussi au Québec, mais on fait réellement un tour du monde à travers des thématiques bien précises. D'entrée de jeu, lorsqu'on parle de sarcophage, moi dans ma tête, j'associe ça aux pyramides, aux Égyptiens, et vous nous en parlez sur 2 pages, chaque thématique est sur environ 2 pages. Et là, ça s'est même rendu jusqu'en Amazonie. Et c'est le genre de découverte qu'on peut faire, justement, dans votre essai. Oui, c'est un petit peu l'idée de se promener à travers le temps, à travers les contextes géographiques aussi, en prenant ces prétextes-là, ces 27 sujets-là dans le livre, là, pour vraiment explorer ces sujets de façon, pas rester collé sur un endroit en particulier. Par exemple, j'ai un chapitre sur le volume sonore du deuil. Comment, à travers les époques, à travers les contextes sociaux et tout ça, on exprime notre chagrin. Il y a des endroits où c'est malvenu. Dans les salons funéraires, on parle pas fort. C'est ça, il y a des endroits. Et en Côte d'Ivoire, en Chine, il y a les pleureuses. Exactement. D'engager des gens pour pleurer par procuration. C'est quand même quelque chose. Donc, il y a un petit peu cet aspect-là aussi qui permet de vraiment se promener à travers ces thématiques-là et autant que possible d'avoir quand même des clins d'œil sur le Québec parce que il y a effectivement beaucoup de choses qui se passent ici et c'est le fun de faire les parallèles là, avec ce qu'on voit ailleurs dans le monde. Nous, on fait des découvertes, on passe par la Grèce, évidemment les Romains, les grandes civilisations, les Égyptiens, je le disais tout à l'heure, mais est-ce qu'une historienne comme vous en découvre sur les cimetières dans le monde entier, sur les différents rituels également qui ont eu lieu et qui par moments n'ont strictement rien à voir, bien évidemment, avec ce qu'on connaît de descendance de la religion catholique, je dirais. Oui, c'est vrai parce que, faut pas se le cacher, au Québec, on est encore majoritairement dans une tradition culturelle catholique, mais quand même, il y a beaucoup d'influences aussi qui sont arrivées à partir surtout du 18e, 19e siècle, anglican et tout ça, d'autres rituels. Mais c'est vrai que quand on confronte les façons de faire avec lesquelles on est familier aujourd'hui, on se rend bien compte que il y a des endroits dans le monde où on vit ça de façon très différente. Il y a une proximité avec les défunts qu'on avait autrefois au Québec et qu'on n'a plus maintenant. Donc, on voit aussi un changement dans le temps. À cause d'incinération, notamment. Hein? C'est à la mode. Puis, je dis pas ça péjorativement, au contraire, mais on est beaucoup là-dedans. Là. Ah, absolument. Maintenant, c'est pratiquement plus de 7 personnes sur 10 là, qui va finir au four crématoire plutôt qu'être inhumée. Et ça montre un changement de pratique qui est
complètement bout pour bout, là, parce que il y a 100 ans, l'incinération, c'était minoritaire. Ça commençait à peine et c'était fortement déconseillé par le Vatican. Donc, ça a pris Vatican II. C'est ça, c'est dans les années 60 qu'on s'est, entre guillemets, décoincé. Oui, effectivement. Puis ça, on le remarque à tous les plans de la société, mais au niveau de la mort aussi, de la gestion de la mort, c'est tout à fait évident. Catherine, au fil de vos recherches, parce que je présume que vous avez passé de nombreuses semaines à fouiller tout ce qui était site internet ou livres qui relataient les différents rituels et traditions dans le monde autour de la mort, qu'avez-vous découvert qui vous a surpris? Ben, toute la question des animaux psychopompes. Moi, ça a été vraiment une sorte de révélation. Comme bien des gens de ma génération, j'ai beaucoup aimé le film Le Corbeau, là, The Crow, dans le temps, avec l'espèce de symbolique autour du corbeau qui symbolise la mort, etc. Mais j'avais pas idée à quel point, dans toutes les cultures, on a de ces animaux qu'on appelle psychopompes, qui sont destinés à faciliter le voyage de l'âme, dit-on, entre le royaume des vivants et celui des morts. Et de découvrir que dans certaines cultures, par exemple, ça peut être des animaux qui sont associés au mode de vie, justement. Donc, dans certaines cultures, ça va être plutôt des oiseaux. Dans d'autres, ça va être plutôt des animaux aquatiques. Entre autres, dans les cultures du Pacifique, ça va être des animaux comme le dauphin, par exemple, qui se promènent un peu entre les deux mondes. Donc, de découvrir ça, moi, j'ai trouvé ça extrêmement fascinant. C'est un aspect qui touche beaucoup à la spiritualité ici. Ben oui, tout à fait. Puis moi, comme propriétaire de petits chiens, de découvrir que le chien est justement un de ces animaux-là qu'on a un peu dans plusieurs mythologies comme étant une notion de fidélité. On le voit souvent au pied des gisants, d'ailleurs, dans les grandes églises en Europe. On a souvent ces grandes sculptures-là où on voit le défunt et à ses pieds un chien ou un animal mythologique comme le dragon. Donc, ce sont des animaux qui passaient pour faciliter comme ça le voyage entre les Égyptiens étaient forts là-dessus. Les hiéroglyphes représentaient beaucoup d'animaux. Oui, tout à fait. Puis bon, de voir justement la mythologie égyptienne avec les dieux à tête d'animaux, encore là, on est un petit peu dans ça. Cette idée que le mort va traverser un monde, aller vers... Dans certains cas, c'était le paradis, justement, pour la tradition catholique, mais on a aussi beaucoup, dans plusieurs cultures du moins, fait des offrandes pour que le mort transporte ça avec lui. Évidemment, on pense aux fleurs, notamment, qui sont très visibles dans les salons funéraires et autour, justement, des pierres tombales. Mais à une époque, évidemment, on pense aux rois et aux reines, notamment, mais ils partaient pas seuls, finalement, dans la mort. Non. Non, tout à fait. Il y avait des offrandes qui étaient faites. C'était souvent des éléments qui avaient une valeur ajoutée, des bijoux, par exemple. Et ça, c'est intéressant parce qu'il y a une sépulture qui a à peu près 3000 ans, qui a été retrouvée pas très loin d'ici, d'ailleurs, près de la promenade Samuel de Champlain, là, pas très loin de la côte de l'église Saint-Michel et tout ça. Et c'est une sépulture qui a justement autour de 3000 ans et on a trouvé des offrandes funéraires, des colliers qu'on appelait un gorgerin, là, quelque chose qui se porte près du cou avec des perles de cuivre et tout ça. Ça, c'est une sépulture qui nous amène quand même dans une époque ancienne, là, les ancêtres des Premières Nations d'aujourd'hui, mais ça montre que c'est un souci qu'on a eu à travers un peu partout dans le monde, finalement, que de faire comme ça des petits cadeaux aux morts pour montrer un peu son statut social, pour qu'il puisse peut-être, d'une certaine façon, amener ça avec lui dans l'autre vie, pour montrer que, regardez, j'étais important dans ma vie quand j'étais vivant, et voici de quelle façon je me présente dans le royaume des ancêtres. On explore la mort avec les anciennes civilisations et vous faites un pont, évidemment, avec ce qui s'est passé au Québec dans les 200-300 dernières années, ce qui se passe évidemment maintenant. Et je me demandais si on est encore frileux parce que on a évoqué le catholicisme, mais on est un peuple en partie nordique avec l'hiver qui s'en vient. Et j'ai l'impression qu'on voit encore la mort comme quelque chose d'assez glacial. Pourtant, de plus en plus, on émet l'idée où on soumet l'idée à quel point les peuples du Sud, je pense au Mexique, je pense à ce qui se passe en Louisiane, où ils ont une vision de la mort qui est beaucoup plus colorée et joyeuse et qu'on devrait peut-être importer. C'est vrai, quand on regarde le côté très festif des fêtes des morts qu'on retrouve en Amérique latine, et vous le nommez bien, Pierre, au Mexique, entre autres, les ofrendas, là, tous ces hôtels où on fait des offrandes pour les morts, puis c'est très joyeux. Il y a des friandises à format, pour les enfants et tout ça, des petits crânes en sucre. On retrouvait ça chez Frida Kahlo, dans certains de ses tableaux. Oui, exactement. Et ça, c'est le côté très joyeux et très, je dirais, qui montre une proximité avec la mort qui
est pas du tout macabre. Hein? Les gens vont festoyer au cimetière, mais c'est pas du tout gothique ou trash, là, pas du tout. Au contraire, c'est très joyeux et ça montre le lien d'affection profonde qui continue de se perpétuer, même si la mort a séparé les gens. Donc, il y a quand même cette tradition-là qui est très belle. Effectivement, on devrait peut-être tenter de s'en inspirer un petit peu ici, mais ici, c'est autre chose, hein? Ça c'est certain. Et ce qui est intéressant avec le Jour des morts au Mexique, c'est le fait qu'à chaque année, on célèbre souvent les morts de l'année qui vient de se terminer. Des gens qui sont décédés dans l'année jusqu'avant le 2 novembre, dans le fond. Et ce que ça fait, c'est que ça laisse un certain temps. Il y a le deuil, il y a le moment où on est triste, on a perdu quelqu'un. Mais après 2 mois, 3 mois, 6 mois, tout à coup, c'est comme, on prend le temps de réfléchir à cette personne-là, on prend le temps de se dire, qu'est-ce qu'il aimait? C'était quoi ses friandises préférées? On va lui amener au cimetière. Et c'est ça qui rend aussi, on dirait que le deuil, des fois, on se dit, OK, c'est 3 jours, là, rapidement, on se dépêche, on fait le service, on retourne au travail après. Alors, des traditions comme ça qui allongent le moment du deuil, finalement, d'après moi, c'est certainement... Je trouve ça inspirant, moi. De dédramatiser beaucoup voilà. aussi, puis de donner une occasion de se remémorer, mais dans une dimension festive et non pas dans une dimension de peine, de tristesse et tout ça. Tout à fait. Et ça, c'est quand même assez fascinant de voir ça. Ici, on n'a pas l'équivalent. On a déjà eu un jour des morts qui était quand même quelque chose de pratiqué là, dans la religion catholique, où on allait au cimetière porter des fleurs, se recueillir sur la tombe des gens disparus, mais ça s'est perdu. Il faut dire aussi qu'on enterre de moins en moins, justement, puis le réflexe d'aller se recueillir dans un mausolée, dans un columbarium, on dirait que c'est pas... quand les gens sont dans une petite urne et tout ça, dans une petite aire fermée, on dirait qu'on n'a pas cette proximité-là qu'on pouvait avoir avec le côté un peu plus... cérémonieux là, du cimetière, les monuments, le côté promenade, le côté très paisible aussi. Ça, on l'a perdu un petit peu aussi. 27 faits curieux sur la mort d'hier à aujourd'hui. Ça porte à discussion, ce sujet. Ça porte à réflexion et ça porte à s'instruire aussi sur ce qui se fait ailleurs et ce qui s'est fait ici en rapport, évidemment, avec le sujet de la mort. Et c'est pas un sujet sombre, je dirais, mais pas du tout raconté par Catherine Ferland, historienne. Merci de votre visite aujourd'hui. C'est au plaisir. Au revoir. À bientôt, Catherine.